Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'intéresser à l'asymétrie et à l'aplatissement d'une distribution. L'asymétrie, elle va montrer s'il y a une forte concentration des valeurs basses au centre ou élevées. On aura alors des graphiques qui peuvent ressembler à ça, par exemple une distribution avec un biais à droite, qu'on appelle aussi une distribution asymétrique positive, ou bien on pourrait avoir une distribution qui est symétrique, avec des valeurs qui sont réparties à peu près de part et d'autre de la moyenne, ou bien encore on pourrait avoir une distribution avec un biais à gauche, qui est dite aussi asymétrique négative. Et puis finalement, on va s'intéresser à l'aplatissement, qu'on appelle aussi le kurtosis. Et là, on va se poser la question, est-ce qu'on est en présence de valeurs qui sont proches de la normale, comme ici, ou bien est-ce qu'on est en présence d'une distribution qui est homogène, c'est-à-dire que toutes les valeurs sont plus ou moins groupées autour de la moyenne, ou est-ce que c'est plutôt hétérogène, c'est-à-dire que beaucoup de valeurs sont vraiment éloignées de la moyenne, et on aura dans ce cas-là une distribution qui est plutôt plate, comme ici. Commençons tout de suite avec les mesures d'asymétrie. Donc pour mesurer l'asymétrie, on va disposer principalement de deux indicateurs. Le premier, ça va être le coefficient de Joule et le deuxième, le coefficient de Fisher ou aussi skewness. Et puis, pour le coefficient de Joule, la formule, ça va être la suivante. On va additionner le quartile 1 avec le quartile 3 et on va soustraire 2 fois la médiane et on divise le tout par le quartile 3 moins le quartile 1. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, si ce coefficient est positif, il va y avoir une asymétrie dite positive avec un biais à droite. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. Si ce coefficient est nul, on va dire que c'est symétrique. Et puis, si ce coefficient est négatif, alors il y aura un biais à gauche. Et puis, pour le coefficient de Fisher, on va le calculer de la sorte. Ça va être égal à mu3 divisé par sigma x puissance 3, soit le moment centré d'ordre 3 divisé par l'écart type puissance 3. On verra dans un exemple plus tard comment on calcule tout ça. Et puis, en termes d'interprétation, ça va être exactement la même chose que pour le coefficient de Joule. Et puis, à côté des mesures d'asymétrie, on va avoir les mesures d'aplatissement. Et cette mesure, elle se fait au moyen d'un indicateur qui est appelé le kurtosis, qu'on va noter bêta, ou encore le kurtosis normalisé, qu'on va noter bêta n. Donc, le kurtosis, il se calcule à l'aide de cette formule. Donc, on va prendre le moment centré d'ordre 4 et on divise tout ça par sigma x puissance 4. Et puis, le kurtosis normalisé, on reprend tout simplement le kurtosis normal qu'on avait trouvé et on enlève 3. Donc voilà les trois types de distribution qu'on peut avoir en termes d'aplatissement. On aura dans un premier temps une distribution aplatie. C'est lorsque bêta est plus petit que 3 ou bêta n plus petit que 0. On va avoir une distribution qui se rapproche d'une loi normale qui aura bêta qui est environ égal à 3 et bêta n environ égal à 0. Et puis une distribution qui est pointue avec bêta qui est plus grand que 3 ou bêta n plus grand que 0. Prenons tout de suite un exemple pour voir comment fonctionnent les mesures d'asymétrie et d'aplatissement. On va prendre par exemple 5 valeurs ici qui sont dans la colonne xi, 1, 2, 2, 3 et 7 qui vont nous faire une distribution. Et puis, si on trace rapidement cette distribution à la main, on voit qu'elle a une asymétrie positive avec un biais à droite et qu'elle est plutôt aplatie. Donc, tout ça devrait se confirmer avec tous les indicateurs que j'ai mentionnés avant. Donc, on va calculer tous ces indicateurs pour bien confirmer que cette distribution a bien une asymétrie positive et qu'elle est aplatie. Donc, quels sont les éléments que j'ai besoin de connaître dans ces indicateurs? Je vais avoir besoin des quartiles 3 et 1 ainsi que de la médiane. Je vais avoir besoin des moments centrés d'ordre 3 et d'ordre 4 et ainsi que d'avoir l'écart type. Donc, pour ça, je vais créer un tableau de la sorte où je commence par calculer déjà
les quartiles 1 et 3 ainsi que la médiane. Donc là, je ne le montre pas ici. Si vous ne savez pas comment on fait ça, je vous invite à regarder une autre de mes vidéos où je vous explique comment calculer les quartiles. Donc ça, on va dire que c'est donné. Ensuite, je me focalise sur la colonne XI. Donc là, j'ai toutes mes valeurs. Ce que je peux faire, c'est commencer par calculer la moyenne. La moyenne, c'est 1 plus 2 plus 2 plus 3 plus 7 divisé par 1, 2, 3, 4, 5 et ça me fait 3. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer l'écart type. Pour ça, je vais devoir déjà calculer xi moins la moyenne des x, le tout au carré. Donc c'est ce que je vais faire, par exemple pour le premier, donc xi moins la moyenne des x. Ça fait 1 moins 3, ça fait moins 2, le tout au carré, ça me fait 4. Pour le deuxième, xi moins la moyenne des x, ça me fait 2 moins 3 moins 1, le tout au carré, ça me fait 1, etc., etc. Et ensuite, pour trouver la variance, je fais tout simplement la moyenne de toutes ces valeurs, donc 4 plus 1 plus 1 plus 0 plus 16, le tout divisé par 5, et ça me donne 4,4. Pour ensuite trouver l'écart type, il me suffit de prendre la racine carrée de la variance, et ça me donne 2,1. Pour calculer mu3 et mu4, ça va être exactement le même principe que pour calculer la variance, sauf qu'au lieu de mettre à la puissance 2, je vais mettre à la puissance 3 et à la puissance 4. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Pour trouver le moins 8, comment je fais? C'est xi moins la moyenne des x, donc 1 moins 3, ce qui fait moins 2. Moins 2 à la puissance 3, ça me fait moins 8. Pour le moins 1, ici, je vais faire 2 moins 3, ce qui me fait moins 1. Moins 1 à la puissance 3, ça me fait moins 1, etc., etc. Et puis pour trouver mu3, je fais tout simplement la moyenne entre moins 8, moins 1, 0, 64. Le tout, je fais diviser par 5 et ça me fait 10,8. Pour mu4, c'est exactement le même principe, mais cette fois-ci à la puissance 4. Et je trouve, en faisant la moyenne, 54,8. Maintenant qu'on a toutes ces données, je vais enfin pouvoir calculer tous mes indicateurs. Donc le premier qui est le coefficient de Joule. Donc on me dit que c'est Q3 plus Q1 moins 2 fois la médiane. Donc je vais déjà noter ça. Q3 c'est 3. Donc 3 plus Q1 qui vaut 2 moins 2 fois la médiane qui vaut également 2. Le tout divisé par 3 moins 2. Et ça, si on fait les calculs, ça nous donne 1. Pour le coefficient de Fischer, je dois prendre mu3, donc on l'avait calculé ici, qui fait 10,8. Et on divise tout ça par sigma puissance 3. On a dit que sigma c'était 2,1, donc 2,1 puissance 3. Et ça nous donne environ 1,17. Et puis, comme on l'avait vu sur ce slide, à partir du moment où ces deux coefficients sont positifs, on a bel et bien un biais à droite. Donc, ça confirme le biais à droite qu'on a ici, vu qu'ici, 1 et 1,17 sont positifs. Et puis finalement, je vais calculer mon kurtosis et mon kurtosis normalisé. Donc, le premier, je vais faire mu4 qui est égal à 54,8 divisé par sigma puissance 4, donc 2,1 puissance 4. Si on fait les calculs, ça nous donne environ 2,83. Et puis, pour le kurtosis normalisé, on reprend notre bêta ici, donc qui est de 2,83, et on fait moins 3. Et ça nous fait moins 0,18. On avait dit que si bêta était plus petit que 3, on avait une distribution aplatie. Ici, c'est plus petit que 3, donc c'est bel et bien aplati. Et puis, bêta n, elle est aplatie si c'est plus petit que 0. Et ici, c'est également plus petit que 0. Ce qui fait que ça confirme que notre distribution est bel et bien aplatie.
Donc voilà, cette vidéo sur les mesures de forme est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à laisser un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.